Mesdames, Messieurs, bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième morning de cette journée, enfin deuxième morning tout simplement de ce projet Francis. Nous sommes le vendredi 29 décembre. Je suis en compagnie de Nicolas pour vous le présenter. Bonjour Nicolas. Bonjour Tristan. Nous sommes vendredi 29 décembre, c'est l'avant-dernier jour, l'antépénultième jour de cette année 2023. Également dernier jour du projet Francis. Cela fait un peu plus maintenant de 36 heures que nous sommes à l'antenne en continu pour vous présenter ce marathon. Nous sommes toujours au taquet pour vous le présenter. Avant de commencer les habituelles chroniques, nous aurons d'ailleurs au passage deux chroniques aujourd'hui. Une présentée par Nicolas concernant Les éditeurs de BD en France, au Japon et leur évolution sur le marché. Très bien. Tandis que concernant de mon côté, en deuxième partie de Morning, nous aurons une chronique concernant tout simplement un petit récap de l'ensemble des coasters que j'ai pu rider tout simplement sur la côte ouest en octobre. Ça fait un complément en fait tout simplement à l'émission Contre-soirée que vous avez pu avoir hier, où nous parlerons notamment de 6 montagnes russes exceptionnelles qu'on a pu rider et qui, je l'espère, permettront d'éclairer la vision de certains sur ce monde un petit peu obscur que sont les montagnes russes. Avant de commencer d'aller sur les chroniques, on fait juste un petit rappel sur l'actualité. On va faire un rappel à savoir sur notamment Israël et la Palestine. La France a accueilli les 2 premiers enfants palestiniens blessés qui ont été pris en charge dans les services hospitaliers pédiatriques, a annoncé le ministère des Affaires étrangères tout simplement dans la soirée. Cela fait suite du coup, c'est l'une des premières mesures que prend la France depuis le début du conflit durant cet automne dernier. Aux États-Unis, après le Colorado, Donald Trump a été jugé inéligible dans l'État du Maine. Ça veut dire que son nom ne figurera pas sur les bulletins de vote nécessaires à l'acquisition des grands électeurs de la prochaine élection américaine de 2024. Cela, bien sûr, marque un coup dur et une non-reconnaissance au niveau des États fédéraux, au niveau de la potentielle présidence future de Donald Trump. Ukraine, des frappes russes ont touché Kharkiv et Lviv dans la nuit, ont annoncé les maires des 2 villes sur les réseaux sociaux. Alpes, 2 personnes sont mortes à la suite d'une avalanche dans le massif du Mont Blanc et une troisième fait une chute mortelle dans le massif des Écrins. Cela s'ajoute à une longue liste de personnes imprudentes / accidentées en cette période hivernale. Enfin, concernant la météo générale grisonnante sur l'ensemble de la France, sauf en PACA, accompagnée de quelques pluies en Normandie et en Haute-France en après-midi. Des rafales de vent sur la côte ouest entre la Manche et l'Atlantique, et entre 45 et 75 km/h. Température ressentie du coup à la baisse de manière générale. Au niveau des températures, justement, nous irons de 9 à 10 degrés en matinée, avec une maximale de 12 à Caen et à Brest, et une minimale de 3 à Bourg-Saint-Maurice, tandis que dans l'après-midi, ça sera plutôt entre 11 et 12, avec un maximum à 15 à Marseille et dans la PACA, et un minimum de 8 degrés dans les Alpes. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire de manière générale sur les informations en ce début de matinée. Je vais, avant de lancer du coup mon cher Nicolas sur ses chroniques, peux-tu nous parler un petit peu du sujet de ta chronique et de pourquoi tu as choisi ce sujet pour ce morning numéro 2? Alors, bon, pour parler du sujet, j'ai pas envie de trop dévoiler, mais on va dire que je vais plutôt répondre à la deuxième question de pourquoi j'ai choisi. Euh, je suis vraiment un grand fan de manga. J'aime aussi beaucoup la BD française depuis mon jeune âge. Et donc, je voulais vraiment parler de l'évolution que les éditeurs et les auteurs de BD ont pu vivre euh, dans ces 10-15 dernières années. C'est un sujet que je connais plutôt bien parce que je m'étais beaucoup intéressé. J'étais allé au musée de la BD, que ce soit en Belgique ou encore aussi en France. C'est un sujet qui me tient à cœur. Donc voilà, je voulais en parler et montrer les différents problèmes qui peuvent exister actuellement dans ce milieu. Très bien. Et voilà, c'est tout. Ça me semble plutôt éclectique. Je te prie de prendre ma place du coup pour cette toute première présentation de ce morning. Échangeons nos postes et apprenons-en un peu plus de ta part. Alors, donc, bon, les assets, il n'y en a pas beaucoup. C'est dur de trouver des graphiques intéressants parce que j'ai beaucoup parlé de chiffres au début. Voilà, on va parler de data. On va Donc, parler de data du coup ouais, essentiellement. exactement. Donc, avant de pencher sur l'édition
au Japon, on va passer sur l'édition en France. Donc, ma phrase d'introduction sera l'édition en France en progression, mais pour qui? Hem, donc, les chiffres peuvent me montrer qu'exemple là, c'est sur l'année, si je ne me trompe pas, 2021, ce qui est l'année, on va dire, record en termes de progression pour la France. Mhm, On a eu une évolution d'environ 150% des ventes, ce qui est assez énorme. mhm, Tout ça lead par les mangas qui ont pris la plus grande partie des ventes en fait dans l'industrie française, avec donc ici 55% des parts. L'évolution continue toujours en 2022 et en 2023 sur cette partie. Cependant, la BD ne se porte pas mal, la BD française ne se porte pas mal, du fait qu'elle vaut environ 2 fois plus cher que les mangas, même si, il y en a à peu près autant, on va dire, de vendus. Bah, ça fait quand même qu'ils sont, il y a quand même 2 fois plus, d'argent, généré par les BD, que par les mangas. Je parlerai pas de comics parce que bon, les comics, c'est comme vous pouvez voir, bon, ça vaut 4 des parts, c'est assez anecdotique. Je m'y connais pas très bien. Je voudrais juste savoir une chose. Tu as sélectionné spécifiquement l'année 2021. Est-ce que c'est la seule année où tu as des chiffres précis, puisqu'on est dans une année un peu spéciale, vu que c'est une année un peu tronquée due au Covid, on a été seul Hem, chez soi, on s'est replié sur des activités de loisirs. Est-ce que ces chiffres se manifestent toujours en dehors de bien ouais, évidemment de l'année du Covid qui est juste j'ai 2021? pas réussi à avoir de charte, mais j'ai pu, lire des articles et bah, en 2022, ça se passait toujours très, très bien pour la BD, honnêtement. C'était toujours en très grande progression. Mhm. Effectivement, en 2021 était un peu spécial, en fait, le covid n'a pas méprofité, on va dire, à la bande dessinée, bien au contraire d'ailleurs, parce que comme on pouvait pas faire beaucoup d'activités en dehors de chez soi, eh bien, lire un livre ou lire une BD, bah, c'est un peu le meilleur moyen de se divertir. Mais non, ça continue bien, cette D'accord. progression. Ensuite, tac, j'aimerais bien parler un peu des auteurs, donc dans le monde de la BD. En fait, on pourrait penser que vu qu'il y a de plus en plus de ventes de BD, les auteurs en profitent en fait, mais c'est pas réellement le cas. Heu, Plus généralement, on pourrait dire qu'en fait, heu, le métier s'industrialise, mais aussi se précarise de plus en plus, ce qui était déjà un peu le cas, mais la facilité d'accès, on va dire, et la surdemande des éditeurs produit ce phénomène. Donc on a 71% des auteurs de BD qui ont un autre emploi en parallèle, 36% qui en vit sous le seuil de pauvreté, 53% qui gagnent moins que le SMIC. C'est pas beaucoup, hein, le SMIC, aussi. Mhm. Vivre avec, c'est difficile. Et donc 3 000 auteurs de BD, dont la moitié se déclarent comme professionnels à temps plein. Mais du coup, s'il ne gagne pas beaucoup de revenus, et même si j'ai envie de te dire, il gagne beaucoup moins que le SMIC annoncé, c'est dû à quelle possibilité d'édition? C'est de l'auto-édition? C'est de l'édition par maison? C'est des contrats peu avantageux? Qu'est-ce qui fait cette situation exactement? Alors, bah, il y a 2 facteurs. En fait, il y a effectivement une apparition de l'auto-édition, qui fait que, bah, il y a beaucoup d'auteurs mais ça, c'est plutôt les auteurs, on va dire, qui se considèrent, semi-professionnels, on va dire, qui sont pas vraiment, bien encore dans le domaine parce que tant que vous ne faites pas vraiment publier par papier, c'est un peu compliqué en général, la situation économique. Mais même parmi les auteurs donc qui, sont publiés par des éditeurs, Mhm. du fait que, il y a une croissance des demandes sur les bouquins et il y en a de plus en plus, en fait, de qui en apparaissent, des BD différentes, bah, souvent, en fait, vos ventes personnelles, décroît et comme vous gagnez de l'argent selon, en général, bah, ce que vous vendez, bah, en fait, les ventes totales s'améliorent, mais en moyenne, les petites BD vendent moins, et les grosses BD vendent vraiment beaucoup plus. D'accord. Pour, aussi, caractériser ce phénomène, pour, l'expliquer, en fait, les libraires, Mhm. eux, ont aujourd'hui, bah, ils sont à l'époque, bon, ils étaient pas assistés par ordinateur, en fait, une liste de BD avec un algorithme, qui est souvent, aujourd'hui, en fait, dirigé par le nombre de ventes que Mhm. fait les BD.
Et donc eux, avant, bah, ils décidaient par, ce qu'ils aimaient, par ce qu'ils avaient entendu parler et donc ils allaient lire et cetera et voilà, ils proposaient, ce qui semblait être bien. Donc il y avait forcément les grosses BD quand même en général, mais il y sûr. avait plein de BD aussi que pas grand monde connaissait, souvent parce que, bah, c'est les souvent les libraires sont, des gens, très curieux et donc ça les intéresse d'aller voir autre chose que juste, les choses populaires. Mais aujourd'hui, c'est un peu moins le cas parce que, bah, les libraires aussi, eux, ils vivent de plus en plus difficilement à cause, des plateformes en ligne, de livraison avec Amazon, tout ça, la Fnac. Donc de ce fait, ils se retranchent en fait un peu plus sur, les BD qui se vendent bien, en, suivant un peu plus leur logiciel, en fait. Et donc de ce fait, il y a beaucoup quand même de BD qui sortent, mais c'est des BD qui se vendent pas bien, de premier abord parce que, bah, elles intéressent pas déjà elles intéressent peut-être un public niche, bah, elles se vendent encore moins que ce qu'elles pourraient, de par, ce phénomène, des libraires qui essayent de faire, aussi, bah, de la marge et donc d'acheter, plutôt eux des grandes BD. Par exemple, voilà, donc on se référencie, on va dire avec, des Astérix, ce genre de choses, des grandes BD. Sinon après, il y a aussi d'autres BD qui effectivement sont pas d'auteurs ou on va dire, plutôt sont pas de franchise, on va dire, énorme, comme Le Monde sans fin, qui Mmh. était la BD la plus, qui s'est le plus vendue, je crois, en 2021, si je me trompe pas. Après, c'est du Jacobicci, donc Mais, forcément c'est voilà, c'est un grand auteur, ouais, c'est ça. voilà. Et alors que, c'est pas un Astérix ou quelque chose comme ça qui est, une suite, on va dire, d'une même franchise, mais, c'est un grand auteur, qui s'est très bien vendu. Par contre, sur un thème qui qui croit, c'est sur, en fait, on va dire un peu, le réel, on va dire, des BD, c'est des BD de genre, mais sur le monde réel, on va dire, ou des fois fictif, mais qui parlent de sujets sociaux ou même politiques. Mmh. Celle-ci, si je ne me trompe pas, parle La d'écologie. politique, la socio, l'écologie, ce sont des thèmes novateurs aujourd'hui, vendeurs, Ouais, plus que d'autres années, par exemple? Ça heu, est-ce qu'entre guillemets, ça devient plus sérieux, ça devient plus niche, on parle un peu plus de sujets matures maintenant en BD? ouais, ça se démocratise beaucoup. Bon, bien sûr, les BD les plus vendus, bon, hormis les mangas, sont, les BD quand même pour la jeunesse. Mais dans les BD de genre, qui sont à peu près autant vendus quasiment que, ce qu'on avait pu voir avant, hop. Les BD de genre, c'est 20 alors que les BD de jeunesse, c'est 21. Mmh. En fait, on peut se dire que, si c'est 20, dans ces 20 dans les BD de genre, bah, il y en a beaucoup qui parlent de sujets sociaux, de sujets sérieux, de politique, d'écologie, Mmh. ce genre de choses. Donc ouais, c'est très croissant et en vrai, des fois, c'est pris avec humour un peu et c'est assez sympa à lire. Ouais. Donc après dans le monde, de l'édition française, donc on a eu j'ai un peu parlé d'auto-édition. Donc ça, bien forcément avec les technologies, heu, récentes, on va dire que l'auto-édition paraissait un peu plus évidente. En fait avec donc, le fait de pouvoir s'auto-publier, voilà, de pouvoir dessiner chez soi, parce que, bah, c'est pas forcément facile de trouver un éditeur, de convaincre un éditeur. Et donc d'abord s'auto-publier pour faire avoir une certaine, base de fans et après pouvoir convaincre grâce à cette base de fans et à ces, nombres de lectures en fait en ligne, des éditeurs pour paraître, sur papier. Ça s'est beaucoup démocratisé. Je pense aussi que par contre, ça cause, encore plus une précarité, du monde de la BD et encore un surplus, du nombre de BD, sortis. Mais en même temps, ça ouvre, on va dire, plus facilement le marché. C'est-à-dire quand on parle d'auto-édition, on parle par exemple de grandes maisons comme, Amazon enfin grandes maisons bien sûr, pas ça. On parle vraiment de plateformes en ligne style, Kindle et cetera qui, Des pour une somme plateformes, modique vous permettent de publier vos ouvrages et en fait de les faire, lire au plus grand ouais, nombre? c'est ça, c'est ce genre de plateforme, exactement. Hem, donc en fait, on pourrait penser que le monde actuel profite, aux plus petits, mais comme j'en avais parlé, c'est pas réellement le cas, à cause des principes des libraires, de tout ce genre de choses, en fait, de vouloir plutôt faire du gain, sur les ventes et donc d'acheter beaucoup, beaucoup, des BD qui se vendent très bien. Hem, le monde de la BD en France, s'est industrialisé, mais en même temps, c'est aussi beaucoup précarisé.
C'est une sorte de tendance qu'on peut retrouver dans tous les secteurs dès lors qu'il y a une professionnalisation, une commercialisation un petit peu. Bah, j'ai envie de tirer le parallèle avec YouTube et ses algorithmes de recommandation qui concentrent majoritairement les flux en un seul point et ne permettant pas de profiter de la pluralité de la plateforme. Même si aujourd'hui, avec les shorts, TikTok, etc., ça semble on voit qu'on peut tirer un lien. En tout cas, ça semble logique dès lors qu'on est dans une logique commerciale d'algorithmation et d'algorithmes de match. On appelle ça des algorithmes de match dans l'objectif de tout simplement faire correspondre l'offre et les demandes le plus facilement sur ce genre de marché libre. Notamment dans la BD, ça se sent. C'est assez néfaste en fait. Ça va créer des gros effets de gentrification. Enfin, oui, de gentrification, j'ose le dire, oui, autour de produits commerciaux et donc là, pour le coup, même de produits culturels. Tu le cites avec la BD. Ça se ressent dans tous les secteurs et visiblement, ça a l'air d'être terrible. Et surtout, si tu me dis que c'est relié à de la précarité, c'est pas une situation qui est très agréable. Non. Tu es en train de me dire littéralement que des libraires préfèrent. Non, c'est même. C'est pas qu'ils préfèrent, c'est que tu me dis que littéralement des libraires sont obligés de Oui. s'aligner sur des tendances commerciales plutôt que leur goût personnel, dans l'objectif tout simplement d'essayer de s'en tirer. Donc c'est assez triste. Mais, Mais mais même les auteurs, en fait, se sont obligés, on va dire, de suivre une tendance commerciale. Alors que plus en plus, c'était pas trop, un peu moins le cas en France, c'est-à-dire qu'on ne suivait pas trop la trend de la popularité dans le monde de la BD. J'ai pu rencontrer des auteurs de BD, parler, même de ceux qui en créaient, voilà, c'était leur première BD, etc. Parler avec eux, même apprendre d'eux. Et sur ce sujet, en général, c'était ce qui les passionnait. C'est pas vraiment ce qu'ils pensaient pouvoir fonctionner commercialement. Bien sûr, il faut vouloir plaire à un public. Quand vous dessinez quelque chose qui est fait pour «distraire» entre guillemets les gens, ça dépend après les BD, mais pour les BD de jeunesse, c'est ça, c'est pour, on va dire, distraire les plus jeunes. Bon, vous pensez quand même à pouvoir leur plaire, mais vous n'avez pas forcément, on va dire, complètement shift de ce que vous aimez et aller sur des thèmes ou des genres qui vous n'inspirent rien, mais qui sont en fait populaires. Ça, c'était pas trop le cas. Aujourd'hui, c'est beaucoup le cas. Donc voilà. Heu, donc bon, je vais passer à la partie japonaise, parce qu'on a répondu quand même à la question, est-ce que la BD en France, c'est en progression, mais pour qui? Et donc maintenant, donc l'édition au Japon et son modèle industriel. Heu, tac, mhm. donc alors, au Japon aussi, ça se passe très bien en termes de chiffres, en termes de ventes, et cetera. Je ne vais pas tout de suite parler du fait qu'il y a le support numérique qui a pris une place complètement écrasante dans les chiffres, mais donc c'est aussi en très belle progression, alors que ça avait vu un petit déclin à un moment, mais bon, ça progresse bien aujourd'hui. L'édition au Japon, en fait, c'est un peu ce que devient l'édition française actuellement. Heu, Ça veut dire que, Plein de petits éditeurs qui publient, mais de grosses tendances qui se gentrifient c'est encore plus. ouais, je dirais qu'en fait, il y a ça. Il y a beaucoup d'éditeurs, beaucoup de BD enfin, beaucoup de mangas qui sortent, mais en fait, tout est assez centralisé par des très, très, très gros éditeurs, comme, je sais pas, le Shonen Jump, par exemple, comme le Jump plutôt, hem, où toutes les ventes, en fait, se font, et donc c'est-à-dire que le métier aussi est très industrialisé. On sort des mangas à tue-tête. On s'en fiche que, l'auteur, au final, il fasse, même pas 2 tomes parce que, hop là, il est pas populaire, il fait pas assez de ventes. On Alors, on on le tire. faut peut-être expliquer un truc sur comment fonctionne Ah par ouais, exemple le Shonen Jump. Le ouais. Shonen Jump, ce n'est pas un magazine, on va dire juste de 70 pages, c'est un gros feuillet de plusieurs centaines de pages qui sort C'est toutes les semaines. je peux Euh, oui, attends, je peux continuer, voilà, ça? non, mais justement, je Ouais. ne sais pas si tu Oui. allais l'expliquer parce que pour le coup, Ouais, c'est ça. peut-être En pas fait, évident pour tout le monde. je Notamment quand tu dis qu'on peut éjecter des gens, c'est pas forcément une démarche qu'on prend tout le temps. ouais. Donc éventuellement, est-ce que tu peux nous l'expliquer un petit peu? En fait, au Japon, enfin, du moins la plupart des gros éditeurs, sont font de la prépublication. Ça veut dire qu'ils sortent un gros magazine avec, un chapitre, de tous les mangas qu'ils ont dans, leurs éditions qui sont en train d'être parus. Ce modèle peut être, par semaine ou par mois, voilà, ça dépend, des mangas et des maisons les maisons éditoriales. Hem Et donc, dans ce magazine, il y a en général, des places pour, 10 à 12 mangas, et de ce fait, pour choisir, qui va rester, en fait, ils ont un classement, par semaine ou par mois, voilà, fait par, les lecteurs de ce dit magazine.
Et en fait, vous avez le droit de classer 3, votre top 3, voilà, des mangas que vous préférez de cette semaine ou de ce mois-ci. Et selon ces notes, si jamais vous, auteur de votre manga, eh bien, vous êtes au fond du classement pendant 1 ou 2 semaines et que ça se voit que vous remontez pas la pente, ah bah, déjà, vos éditeurs vont dire bon, essaye de sortir quelque chose qui veut bien marcher. C'est pas grave si exemple, tu dois un peu raccourcir ton histoire pour avoir une montée de ton histoire un peu plus tôt pour essayer bah, de continuer, on va dire. Ça, quand même, il pousse la continuité au début, même, même s'il donne des conseils en général qui vont détruire un peu votre œuvre, votre vision originelle. Mais si jamais même ça ne fonctionne pas, et bah, tout simplement, ils vont vous dire bah, excusez-nous, Là, on mais s'arrête là, voilà, globalement. on s'arrête là. Vous avez 2 semaines pour finir votre manga et voilà, c'est tout. Euh, En vrai, il y a un petit mais. Certains peuvent être en bas du classement assez souvent, mais être là depuis un peu plus longtemps. Et donc eux, ils ont été publiés vraiment. Donc des mangas ont été publiés. Et donc là, des fois, les éditeurs se fient un peu plus aux chiffres de vente des mangas, qui des fois sont bien meilleurs en fait que les tops. Par exemple, si en fait le problème c'est qu'on a le droit de voter que pour 3 mangas différents, et si jamais il y a 2 mangas qui se ressemblent beaucoup, mais il y en a un qui est un peu meilleur que vous préférez, bah, vous allez mettre l'autre peut-être dans le top, celui que vous préférez, et l'autre pas dans le top. Mais pour autant, il y a beaucoup de gens qui l'aiment, et donc en manga, bah, peut-être qu'il va être très bien vendu. Bon, ça, il y a un peu cette chose-là. Donc c'est pas que juste les votes des personnes, c'est aussi les ventes des mangas, etc. Bref, après avoir expliqué le fait que c'est très, on va dire, compétitif, excessivement compétitif, parce que bah, vous vous battez chaque semaine ou chaque mois contre les autres auteurs, eh bien, on peut comprendre euh, que, entre guillemets, c'est ça le modèle vraiment industriel et précarisant, parce que bah, plus on cherche la compétition, en général, plus on va créer, on va dire, 2 parties, des gens qui se vendent très bien, qui font beaucoup d'argent, et une autre partie, bah, eux, qui galèrent et qui gagnent 3 francs 6 sous. D'accord. Pour autant, au Japon, on a quand même eu l'effet de la numérisation, enfin, de la technologie, etc., qui a bien avancé via le support numérique. Et ce qui fait quand même que j'ai pu voir, enfin, parce que moi je lis beaucoup, depuis les 5, on va dire 6 dernières années, on va dire, énormément de mangas qui s'autopubliaient donc sur Internet. Vraiment des fois de l'autopublication pure, hein, même pas sur des sites vraiment réellement de publication, même juste des fois sur Twitter ou ce genre de choses, sur ce genre de plateforme. Et qui après bah, devenaient vraiment des mangas qui se faisaient publier. Et donc ça donnait un peu une meilleure chance, on va dire, à certains de quand même pouvoir se voir, de pouvoir être publiés. Voilà, je sais pas, on va dire, je vais citer One Punch Man, qui de base est une série, on va dire, sur Twitter, dessinée de manière enfin, en mode croquis, on va dire, parce que l'auteur ne savait pas dessiner, et qui bah, a très bien fonctionné, une très grande partie de fans, et qui après, bah, hop là, c'est parti avec un vrai dessinateur. Donc voilà, on peut avoir ce genre de choses. Ouais. Donc on va dire que un peu comme bah, ce que j'ai pu dire avec la partie française, c'est un plus. Voilà, on a une ouverture à plus d'auteurs. Donc on peut, nous, eux-mêmes, consommateurs, découvrir plus d'auteurs différents, plus de BD, enfin plus de mangas différents. Mais pour autant, euh, bah, pour les auteurs en soi, ben, en général, ils s'appauvrissent parce que bah, ils sont de plus en plus. Et en plus de ça, les plus gros gagnent de plus en plus aussi. D'accord. Si Euh, jamais tu as besoin d'informations supplémentaires, tu peux complètement sortir de ta slide, qu'on puisse chercher des images sur Internet pour illustrer, ou si tu as d'autres informations complémentaires, on peut totalement, ça peut totalement se faire. ouais. Ouais, j'avais du mal à trouver des chartes intéressantes sur ça ou des slides, enfin des images intéressantes, mais Euh, donc je pense que c'est à peu près tout sur le Japon. Je sais pas si vous peut-être, enfin toi tu as des questions peut-être sur certains points, parce que j'ai peut-être oublié des choses. Bah, en soi, j'avais une petite question aussi qui me venait en tête concernant le nombre de ventes. Euh, Ce nombre de ventes du coup qui ne fait que croître là depuis 2018 selon tout simplement selon le graphique que tu me mets devant les yeux. Yes. Euh,
est-ce que ça comprend également les revues de prépublication? Est-ce que la prépublication a augmenté au niveau de ses ventes et du coup, est-ce que cela rentre dans ces chiffres? Et du coup, comment se passent, on va dire, les revenus, par exemple, pour de la prépublication comparé à de la revenu sur de la vente, à mon avis, de manga qui fait plus office de royalty, je suppose, dans ce genre de cas? Alors ça, c'est une très bonne question. Je connais pas exactement les chiffres, par contre, sur la prépublication. Heu, Si je me trompe pas, en fait, la prépublication, vous gagnez en fait, de l'argent un peu fixe sur votre prépublication, sur votre contrat, en fait, Mhm. que vous avez. Heu, des fois, vous gagnez plus ou moins, en fait, voilà, selon votre popularité. Plus vous êtes populaire, plus votre contrat, pourra être différent, on va dire et pourra être sympathique avec vous. Mais c'est surtout, en fait, les ventes de mangas après qui font vraiment le vrai gagne-pain des auteurs en théorie et des éditeurs. Donc non, la prépublication, ça c'est juste un contrat fixe, on va dire, d'un certain nombre d'argent par planche, en fait, voilà. D'accord. Là-dessus, on est plutôt d'accord. Donc, tu peux pas m'affirmer, bien sûr, que la prépublication rentre dans ces Non, chiffres. probablement pas. Euh, Est-ce qu'il y a des acteurs qui sont rentrés en jeu ici, qui ont permis d'augmenter tout simplement cette marge qui est progressive? Est-ce que c'est les réseaux de distribution qui sont adaptés? Est-ce que c'est les plateformes qui ont permis de faire ça? Est-ce que ce sont les habitudes de consommation? Qu'est-ce qui justifie en fait cette croissance à partir de 2018? On voit qu'il y a le support numérique, donc je suppose Amazon, Kindle, etc. sont rentrés dans la danse. On voit que le support papier baisse, donc du coup, ma logique de prépublication a peut-être du tort, a peut-être du plomb dans l'œuf, puisque forcément, bah, Mmh. là, ça justifie ceci. Euh, Aujourd'hui, en fait, grosso modo, qu'est-ce qui fait, quelle est la plateforme numérique qui permet cette croissance? Comment consomment en fait tout simplement les Japonais là-dessus? Alors, j'aurais pas le nom directement des plateformes qu'ils utilisent, parce que ça, bah, moi, j'utilise les plateformes, on va dire, plutôt, qui sont dédiées plutôt aux Européens ou enfin, aux occidentaux en général. Hem, mais de ce que je peux voir, dans leur culture, bah, c'est juste que pour autant, le manga coûte pas très cher quand même, au Japon, heu, Euh, excessivement moins cher qu'en France. En France, c'est on est aux environ alentours 7 de €. 500 yens, un truc dans le Alors qu'au genre. Japon, ça peut varier, ça peut être entre 200 à 500 yens, D'accord. et le yen, Donc vraiment très bas, il faut s'imaginer qu'on est entre 1,50 € et 4,50 € vraiment. c'est ça. Voilà, donc vraiment une bouchée de pain pour une histoire. D'ailleurs, oui, je disais quelque chose. Ça me rappelle quelque chose. L'auteur de BD en France est souvent auteur et graphiste, c'est-à-dire qu'il va lui faire le design éventuellement. Ouais, Enfin, non, je suis justement, on a les deux qui sont très séparés. Est-ce que je ouais, pense que c'est un peu pareil? Est-ce qu'on a un auteur et un graphiste ou est-ce que l'auteur, entre guillemets, se charge de toute la partie graphique de son roman? Et est-ce que du coup, il est nécessaire d'avoir les deux compétences pour réussir? Enfin, ouais, réussir, comme on a pu le voir, ça dépend un petit peu des chances ouais, c'est et ça. de l'orientation du marché, mais est-ce que, en fait, il est souvent commun que Heu, l'auteur et le graphiste soient la même chose ou est-ce qu'il existe des exceptions, en fait, où l'auteur et le graphiste ne sont pas la même personne? alors, je dirais que en fait, la plus grande partie des œuvres les plus connues sont, le dessinateur et l'auteur sont la même personne. Si on parle, je sais pas, exemple One Piece, le manga le plus vendu de tous les temps, c'est Eiichiro Oda qui dessine, et qui écrit. Bon, là, au Japon, ils ont beaucoup d'assistants, en fait. Ça veut dire qu'ils sont souvent pas seuls à dessiner. Même les plus petits auteurs, dessinateurs sont souvent avec un ou 2 assistants avec eux qui les aident, bah, pour les décors, pour en fait, les choses pas principales, on va dire. Souvent, les plus gros dessinateurs qui ont pas beaucoup de temps et qui ont beaucoup de pression, en général, eux se contentent même juste de dessiner les poses des personnages principaux, ou les poses importantes. Le reste, ils laissent tout à leurs, bah, assistants. Donc on peut dire qu'il faut avoir les 2 skills souvent. Par contre, après, c'est aussi le cas qu'il y a beaucoup plus aujourd'hui, je dirais, de, publications qui sont faites par un duo, donc par un dessinateur et un auteur. Est-ce que tu peux me citer un exemple éventuellement? Bah, One Punch Man tout simplement, par exemple, ou Mob Psycho. L'auteur, bah, il sait pas dessiner, mais par contre, bah, il s'est mis en équipe avec à chaque fois un dessinateur de talent, qui des fois eux en fait, il y a beaucoup de dessinateurs de talent qui eux veulent des fois, faire, du manga tout seuls, mais bah, ils ont un peu du mal à écrire des histoires, c'est-à-dire que tout ce qu'ils proposent en général à leurs éditeurs, bah, est refusé et donc bah, pour gagner un peu, on va dire, ouais, bah, pour réussir à gagner de l'argent, bah, comme ils sont très bons en dessin, bah, ils peuvent proposer à d'autres auteurs qui sont un peu moins bons, sur ce sujet, bah, leurs services
et donc souvent ça fait une équipe. Donc la grande majorité quand même, c'est, une personne fait le dessin et l'écrit quand même, mais il y en a quand même une partie et même des grandes œuvres, qui sont faits, par 2 personnes. Donc ça, je dirais que c'est en évolution, je dirais, sur le fait qu'il y a 2 personnes qui le font, un peu comme en France où, bah, c'est souvent le cas quand même, qu'il y ait 2 personnes. Mhm. Donc voilà. Est-ce que tu avais une ouverture, une conclusion éventuellement à nous faire part? Ouais. Donc bon, bah, ma question de fin, ce serait, quel avenir pour la BD? Donc là, c'est mon avis, déduit, on va dire, sur, des chiffres et les tendances, le social et cetera, la politique, voilà. Donc pour la BD, je pense qu'on va continuer, l'ère, de la numérisation, évidemment. Je pense que ça prendra encore une plus grande partie. Là, on peut voir, ça, c'est ça au Japon, mais je pense qu'en France, elles sont moindres, mais ça va prendre le cours, enfin, on va suivre, je pense, le Japon sur, cette partie-là, partir sur le support numérisé. En fait, que ça soit pour les consommateurs, qui changent d'avis en mode, parce que ça coûte entre guillemets «moins cher», pour eux en moyenne, heu, bah, de pouvoir lire sur leur téléphone ou sur leur ordinateur, sur leur tablette que, d'acheter, le manga en papier. Est-ce qu'on peut avoir éventuellement un chiffre et éventuellement un coût de ce que cela représente, un coût à un abonnement d'une plateforme par exemple, OK, comparé à tout simplement un livre en physique pour qu'on comprenne en fait tout simplement la différence et cette facilité d'achat qui existe? heu, il y a rarement des abonnements, je dirais, sur les plateformes. C'est souvent des, On est heu encore à l'achat, c'est ça, c'est à souvent l'achat l'achat, uniquement, en d'accord. fait. Ça peut être de différentes façons. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont, on va dire, plus legit, on va dire, où vous achetez directement à chaque chapitre, on va dire plutôt chaque tome à un petit prix, c'est-à-dire souvent, 2 à 3 fois moins ou même 4 fois moins, que le prix, en papier. Donc souvent dans les alentours de 2 €, on va dire. Il y en a d'autres par contre qui utilisent des formes de crédit, on va dire. C'est-à-dire que vous achetez une monnaie virtuelle, heu et après voilà, vous pouvez acheter, l'accès au chapitre, exemple, parce qu'il y a beaucoup de plateformes qui font l'accès au chapitre gratuit, mais limité, et si vous voulez enlever cette limitation, vous avez besoin de dépenser de l'argent, et c'est un peu bizarre. C'est-à-dire que si vous lisez très vite, vous allez dépenser beaucoup, beaucoup plus d'argent en général, que si vous achetiez, en papier. Mais bon, ça, c'est un modèle économique, assez classique, sur les téléphones. Mais Mais en c'est le moyenne, en France, je dirais, pour les autopublications, ça coûte moins cher, à 3 à 4 fois moins. Mais bon, bah, vous avez pas vraiment l'œuvre dans vos mains, c'est pas vraiment à vous, quoi, c'est juste sur une plateforme, quoi. très bien. Est-ce que tu avais, éventuellement un autre sujet à aborder? Je sais pas combien il me reste de temps? Bon, il nous reste à peu près. Ah, bon, bah, on m'annonce que c'est bientôt fini. Enfin, on m'annonce que c'est fini. Si tu as une conclusion OK. vraiment très vite fait à lancer, c'est le moment. Hem, eh bien, je suis quand même confiant pour la BD. Je dirais que, tout le spectre de la BD, que ce soit les auteurs, les éditeurs, les consommateurs vont s'adapter à, bah, le modèle actuel qui, cherche à s'industrialiser, même si je pense pas que ce soit une bonne façon de le faire, qui cherche à se numériser. Je pense qu'on va se on le domaine va continuer de croître, mais par contre la situation pour les auteurs devrait petit à petit se stabiliser, vu que la France reste quand même un pays, social, et qui cherche, quand même, pour que ses habitants, vivent le mieux. Ça devrait s'améliorer comme la situation, des auteurs, du moins je l'espère. Eh bien, écoute, merci pour ce tour d'horizon un peu éclectique autour justement du domaine de la bande dessinée, aussi bien au Japon qu'en France. Cette fois-ci, on va partir sur un autre divertissement, mais du divertissement un peu sensationnel. Je vais poser la même question que je pose à chaque fois que j'aborde ma passion. Est-ce que tu connais le terme de coaster? Ouais, coaster, hein, dans Coaster, roller coaster? exactement. Ouais, donc bah, les montagnes russes, quoi. Exactement. On va parler de Montagne Russe, la suite, ni plus ni moins que la chronique que j'ai fait l'an dernier. L'an dernier, j'avais fait un top 10 des montagnes russes que j'avais raidées. J'ai eu la chance cette année, en fait, tout simplement, de pouvoir partir tout simplement aux États-Unis au mois d'octobre. Je vous ai déjà raconté en grande partie mon épopée à Los Angeles avec Cédric, tout simplement. Tout à l'heure, c'était déjà dans la soirée, donc là vraiment une nuit très courte s'est profilée pour moi. Mais
là, vraiment, cette partie dédiée dans le morning va être dédiée aux montagnes russes. Pour ça, j'ai préparé comment on dit, une petite présentation. Oui, c'est complètement la fatigue qui se pointe là-dessus. Pendant que ça recharge de mon côté. J'espère que ça va bien en tout cas. Moi, j'ai vraiment adoré ta chronique, beaucoup. Merci, C'est un c'était sujet un très peu de niche, improvisé, mais moi mais j'aime bien personnellement. Très bien. Pour dire que ça a fini de charger de mon côté. Lorsqu'on fait un voyage comme ça, il y a des destinations qu'on cherche, particulièrement quand on est coaster fan. Donc on va dire qu'il y a Cedar Point et tout ce qui est le Michigan et les États du Midwest pour la grande concentration de parcs qui existent, notamment voilà, Cedar Point, la capitale mondiale des coasters, on va dire de très haute qualité. Il y en a une autre que j'ai fait dans ce voyage, mais cette fois-ci qui se trouve dans la côte ouest. Et enfin évidemment il y a la Floride qui constitue le troisième pôle majoritaire, mais cette fois-ci plutôt des grands groupes. Aujourd'hui, juste je vais te parler. de rien, Picard Glass, pour la présentation. Qu'est-ce qu'il y a exactement? Non, juste que je lisais le chat. Merci Nicolas pour la présentation. Donc, de rien D'accord, très bien. à Picard Glass. Salut. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du coup d'un coaster trip un peu spécial que j'ai fait en 2023, celui en Californie. La Californie, bonjour, ça c'est nous. La Californie, hop, attendez que ça load. Voilà, la Californie. Bon, logiquement, vous avez compris que c'est à l'autre bout de la Terre. Franchement, Microsoft fait du bon travail maintenant avec la possibilité de faire des PowerPoint en ligne parce que là, j'ai lancé la transition à 10 secondes, c'est toujours pas chargé. Bon, bref, la Californie, c'est tout simplement. Parce que c'est très long en fait. Voilà, c'est il y a tout simplement beaucoup de- il y a situé beaucoup de délais. ici. Voilà. La zone qui va nous intéresser se situe tout simplement à côté de Los Angeles où il se trouve 6 parcs principaux. 6 pots. J'ai donc fait ces 6 parcs. Ces 6 parcs sont tout simplement Six Flags Magic Mountain, la capitale mondiale des montagnes russes avec plus de 20 montagnes russes. Il y a également Universal Studios Hollywood qui se situe de l'autre côté des montagnes Hollywood vous a présenté hier. On a Pacific Park qui se situe sur le Santa Monica Pier dont je vous ai parlé hier. Knottberry Farm, qui est un parc un peu moins connu, mais également du même groupe qui s'appelle Cedar Fair. Il y a des grands groupes aux États-Unis. Il y a le groupe Six Flags et le groupe Cedar Fair. Ils annoncent leur fusion d'ailleurs cette année. Voilà. Grosso modo, ce sont des chaînes qui possèdent plusieurs parcs un peu partout aux États-Unis. Six Flags, on va dire que c'est plutôt, plutôt un groupe low cost, tandis que Knottberry Farm, c'est plutôt un groupe premium. Ce ne sont pas les mêmes expériences. On retrouve certaines politiques commerciales dans les deux groupes, mais ce sont les deux acteurs majoritaires. Et après ça, il y a des petits parcs un peu partout aux États-Unis qui sont indépendants. Et bien sûr, il est indispensable que je vous en parle. Il y a 2 parcs Disney qu'on a fait, qui est le Disneyland Park original de Anaheim et également le Disneyland California Adventure qui se situe juste à côté, qui lui est spécialisé justement sur un parc thématique autour de la Californie. Au total, quand on ajoute tout ça, ça fait plus de 30 coasters, ce qui fait un total de beaucoup trop grand pour être énuméré. Donc j'ai décidé de me limiter à un coaster par parc, ce qui donne, mesdames et messieurs, 6 chapitres pour cette présentation. On va commencer du coup des chapitres. En fait, ça va être des chapitres un peu particuliers. À chaque fois, c'est le plus quelque chose de montagne russe. Dans l'objectif, en fait, qu'on tire une leçon à chaque fois de la montagne russe que je vais vous présenter. Chaque montagne russe n'est pas unique en son genre, mais en tout cas est dominante dans un domaine où va me permettre d'aborder un sujet. Donc, on va commencer avec la montagne russe la plus à l'ouest. On va parler de West Coaster. Alors, West Coaster, comme son indique, c'est la montagne russe qui se situe sur le Santa Monica Pier. Cette photo, c'est de moi, je suis plutôt fier, j'ai pu la prendre au coucher du soleil sur le mont Santa Monica Pier. Alors, ce coaster, ça dit peut-être pas grand-chose comme ça, vu de choses. Et en même temps, si tu as joué à un petit jeu en cette décennie 2010, qui s'appelle Grand Vol de Voiture 5, mais GTA 5 tout simplement en langue originale. Il s'agit en effet du Léviathan qu'on peut trouver sur GTA 5, ce qui fait que ce coaster qui est très peu populaire et qui ne se trouve pas dans un grand parc a sans doute pas trop été raidé dans la vraie vie. Par contre, il a été raidé un nombre incalculable de fois de manière virtuelle. Il s'appelle le Léviathan dans GTA 5. Bon, le layout est quasiment identique, j'ai pas vu de grosses différences. Le layout, c'est le parcours tout simplement de la montagne russe. Et évidemment, dès lors qu'on va parler de montagne russe, je me suis permis d'ajouter un petit lien vers notre ami YouTube pour qu'on puisse tout simplement voir la montagne russe de nos propres yeux. Je vais juste réguler un petit peu le son en régie pour qu'on puisse tout simplement le voir. C'est 17 mètres, c'est une petite montagne russe, c'est vraiment ce qu'on pourrait qualifier de familial. Qu'est-ce qu'on pourrait tirer exactement de l'expérience qu'on peut avoir avec West Coaster? Bon, déjà,
cette situation improbable. Vous faites un montagne russe sur une jetée dans la mer, donc littéralement vous allez aller au-dessus de l'océan avec un coaster. C'est une situation qui est pas du tout commune, hein. Clairement, c'est très, particulier. Bon, il y a aussi ce côté vraiment estival et IRL. Les plages sont vraiment d'un jaune et l'eau de couleur azur, ce qui va parfaitement avec les couleurs par contre du rail. Par contre, autant le dire, c'est pas si intéressant que ça. Là, vous avez eu 2 boss à Airtime, donc 2 boss où on a tout simplement parcouru une petite distance, enfin on a parcouru une petite distance horizontale sur une distance moyenne, ce qui fait qu'on a eu une élévation dans le siège. Pour les airtime, l'explication, je vous invite à vous intéresser à la chronique de l'an dernier que j'ai fait avec notamment le best-of du Morning 2 où j'explique comment se forme un airtime et la sensation que cela procure. Essentiellement, c'était pas exceptionnel. Cela dit, comme tu peux le voir, quand on arrive en gare, la gare est thématisée. Santa Monica Pier étant l'arrivée de la route 66, la gare est thématisée autour des États américains et qui traverse justement cette route 66. Et donc on a une petite thématisation ma foi sympathique qui rappelle Cars, quitte à aller dans de la licence très connue de chez Disney. Même si Cars, logiquement, on en parlera un petit peu plus loin. Enfin, on parlera pas de la montagne russe, on en parlera quand j'aborderai Disneyland California Adventure. Retournons à notre présentation si vous le voulez bien. Ah, le full screen. Bon, c'est pas grave, on va continuer comme ça, c'est beaucoup plus simple. Je vais aborder donc une deuxième montagne. On va aborder le plus vieux coaster de ce trip. Mais le problème, c'est que, mesdames et messieurs, avec un clavier comme ça, oui, bah, vous dois t'y voir. Hein. Vas-y, hein. C'est compliqué à mon avis. On n'a pas de plein écran disponible, hein, tout simplement. Attends, non, mais attends, si, je sais comment rendre le plein écran. Okay. J'allais te dire sinon, ouais. J'avais vu un voilà. truc. Ah le plus vieux coaster de ce trip, on va parler de Matterhorn Bobsleigh. On se trouve dans le Disneyland Park original, donc il faut savoir que le Disneyland Park original d'Anaheim, c'est le parc qu'a designé du coup directement Walt Disney et qui est le plus proche en fait de sa vision concernant le premier parc d'attraction qu'il va vous faire. Il y a eu d'autres projets par la suite. Il a parlé, notamment, il y a l'histoire d'Epcot, cette ville futuriste qu'il voulait faire tout simplement à son image pour simplifier les flux de transit et la vie tout simplement des riverains qui vivraient dans cette ville. Mais lorsqu'on parle de projet de construction de parc, essentiellement, on va parler essentiellement de Disneyland Park. Donc il a ouvert, s'il me semble bien, en 55 à Anaheim. Anaheim, c'est à 40 km au sud-ouest de Los Angeles. Vous avez pu le voir sur la carte. Donc c'est pas directement le centre-ville. L'avantage de Anaheim, c'est que littéralement, c'était que des orangeraies à côté. Donc ça a été très facile de construire en fait un parc là-dessus. Donc le Matterhorn Bobsleigh, il a ouvert en 59, très exactement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette montagne russe a 64 ans. Cette montagne russe est donc officiellement à la retraite en France, selon la loi Elisabeth Borne. Je vous ai pris une photo du coup d'époque, enfin là je crois que c'est une carte postale que j'ai recrop. Donc le Matterhorn Bobsleigh, comme son nom l'indique, ça fait référence au Matterhorn, cette montagne tout simplement suisse qu'on a, avec donc cette forme. C'est la forme de Toblerone, d'ailleurs si jamais vous voulez un moyen mémotechnique, voilà. C'est une montagne russe qui est un peu particulière, puisqu'en fait ce n'est pas une montagne russe, c'est 2 montagnes russes. En fait il y a 2 montagnes russes qui parcourent la montagne à l'intérieur. Donc un circuit à gauche et un circuit à droite quand on est tout simplement devant la gare. Et nous, le circuit qui va nous intéresser, c'est le circuit de droite qui est le plus dynamique. Logiquement, j'ai mis un petit lien vers YouTube. Pourquoi je vous parle du coup de cette montagne russe? Parce que déjà, elle est assez vieille. Elle a 64 ans, tout simplement. Mais elle est parfaitement confortable. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène de vieillissement qui apparaît sur les montagnes russes. Normal, vous avez un véhicule à fond la caisse qui dévale à parcours restreint. Il y a un agrandissement des rails qui se fait et donc une augmentation des vibrations. Matterhorn Bobsleigh est une montagne russe qui a 64 ans et qui honnêtement me donne l'impression que ça a été retapé hier. Je vais juste vous passer le livre puisque nous sommes dans le noir. Alors le livre c'est la partie en fait où on monte tout simplement, c'est la chaîne culturellement c'est cette partie-là. Et on va vraiment s'intéresser dans la partie voilà, où on commence à défiler la montagne. Donc le principe est simple, on va avoir des grottes qui sont sculptées dans la montagne et on va défiler tout simplement dans notre petit véhicule de 3 personnes. Donc là pour le coup c'était sympathique puisqu'on était avec Cédric, Janice et moi. Et donc on s'est mis dans un espèce j'ai pas d'autre mot, de suppositoire en fait tout simplement qui va dévaler à 3 personnes. Et en fait on va faire ce parcours qui va parcourir l'ensemble de la structure avec des fois de temps en temps des petits happenings qui arrivent, notamment le Yeti qui devrait pas tarder à arriver.
Et c'est sympathique, on sillonne, les décors sont plutôt convaincants et on a vraiment l'impression de dévaler la montagne, même si pour le coup la descente ne fait que 27 mètres. On a aussi de l'interaction, comme tu peux le voir à droite, là on a une autre coaster, donc là pour le coup ce n'est pas notre parcours, c'est l'autre parcours qui en Mmh. soi. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'on va avoir ce qu'on appelle des head choppers et des foot choppers. Donc head chopper, c'est quand on a l'impression qu'on va se prendre la tête dans un élément de décor, et foot chopper, c'est l'appareil avec le pied qui va du coup tout simplement venir nous surprendre et en fait rendre le ride beaucoup plus dynamique et intéressant. C'est pas l'équivalent d'un screamer, parce qu'un screamer ça existe dans une montagne russe, hein, c'est complètement possible. Et ah oui, j'avais oublié, le parcours se finit dans cette petite piscine, voilà, pour nous freiner tout simplement tout en bas de la pente et pouvoir nous ralentir et également donner un petit effet de frais. Puisque nous sommes au cœur de la Californie, il peut faire très très chaud. Nous avons fait au mois d'octobre les températures le matin, enfin l'après-midi, tournaient autour des 28 degrés. C'est super chaud. J'ai vécu littéralement une année avec 9 mois d'été. Cette année, c'était improbable. On en a fini avec Matterhorn. Tac, on a fini avec Matterhorn, excusez-moi. Voilà. On va continuer notre présentation du coup des montagnes russes. Cette fois-ci avec une autre montagne russe qui est, qui est tout simplement la montagne russe la plus longue. Donc on va aller traverser le complexe et on va aller sur l'autre parc qui se situe sur le resort, à savoir Incredi Coaster. Alors, Incredi Coaster, logiquement, il y a une petite partie du mot qui est censée te rappeler une licence Pixar, éventuellement. Bah, tu avais parlé de Cars, donc Alors, Cars, oui, mais Incredi, Incredible, c'est donc les enfin ah, je vois exactement le film, donc c'est avec voilà. la famille de super-héros, ça, Exactement, ouais. c'est les indestructibles, tout à fait. C'est un coaster thématisé autour des indestructibles. Mmh. Alors là, pour le coup, au niveau des stats, vous pouvez voir en fait qu'au début de chaque slide, je vous ai mis les stats. Je vous ai peut-être pas précisé, je vous l'ai fait un peu dans l'ordre. Vous avez la hauteur en première statistique, donc la hauteur tout simplement de la montagne russe. Donc ici, on est à 33 mètres. Là, on a sa longueur. Donc là, c'est pour ça que je l'ai mis, parce que c'est le plus long de tout le parcours qu'on ait fait. Il fait 1850 mètres. Donc c'est l'un des coasters les plus longs que j'ai ridé. Et il fait même partie tout simplement du top 10 des plus grandes montagnes russes du monde. Donc vraiment, on peut s'attendre à ce que les montagnes russes soient vraiment très longues dans notre imaginaire. On peut penser par exemple à du 2 km, 3 km. C'est assez peu rare, hein, les montagnes russes qui font un peu plus de 7000 pieds, c'est très rare. Essentiellement. Excusez-moi. Mais par contre, ce qui est important, c'est les deux dernières stats. Sa vitesse, 88 km/h, puisque c'est la première montagne russe propulsée dont on va parler. Et 80,2, ça c'est la notation moyenne sur le site Captain Coaster, qui en fait fait foi tout simplement dans le monde des parcs à thème pour désigner en fait l'appréciation générale tout simplement des montagnes russes. Donc là, 80,2, ça veut donc dire que sur l'ensemble de toutes les montagnes russes répertoriées sur le site, 80,2% des gens estiment que cette montagne russe est bonne. Spoiler, je suis de cet avis. Il faut savoir par contre que ça n'a pas toujours été Incredi Coaster. En fait, le thème Incredi Coaster s'est ajouté en 2018 avec une refonte de la zone, où en fait, avant la zone qui était vraiment dédiée à la Californie et à Mickey en général, est devenue une zone spécialisée dans Pixar, et est devenue ce qu'on appelle Pixar Pier. Donc on est passé de Californian Screaming, donc littéralement le cri californien, donc un nom un petit peu, si vous voulez, évocateur d'une certaine vocation extrême, à un truc un peu plus familial en mode Incredi Coaster. C'est le coaster des indestructibles, c'est voilà. Et ça, notamment, ça se ressentira au niveau notamment des couleurs. On avait du bleu et du blanc, donc couleur plutôt jeunes, si j'ose dire, et jeune adulte d'un côté, avec un truc plus chaleureux, littéralement, puisqu'on a du rouge et du jaune, et une thématisation, on va dire, plus foraine, plus traditionnelle foraine qui se met en place, et du coup qui refait la décoration. D'ailleurs, cette zone est vraiment magnifique, je vous conseille de la voir. On n'aura pas le temps de la voir exactement, mais cette zone est vraiment magnifique. Pour le coup, derrière les slides, j'ai logiquement mis quelques photos en arrière-plan de cette zone, et là notamment vous pouvez voir un San Francisco derrière, qui est une zone juste à côté, un mélange entre San Francisco et Tokyo, et qui est super beau à voir. Le parc est vraiment magnifique. Moi, personnellement, ça a été mon parc préféré de tout le trip. Hélas, au niveau sensation, j'en parlerai moins. On va tout de suite passer à l'on-ride pour que tu comprennes un petit peu les modifications. C'est un coaster qui est storytellé.
c'est vraiment, il y a une trame narrative dans le coaster qui a été ajoutée avec l'apparition des Indestructibles. Le principe est simple, on va essayer de partir à la poursuite de Jack Jack. Alors Jack Jack, c'est le petit bébé des Indestructibles, logiquement. Celui qui est le plus prometteur puisqu'il a plein de super pouvoirs. Et le principe est simple, on va partir à la poursuite de Jack Jack sur l'ensemble du parcours de la montagne russe. Et du coup, ça commence avec ce launch. Alors, ce launch est vraiment très très doux, hein. Ça a l'air d'être assez impressionnant. En vérité, on est lancé à 88 km/h en fait en 3 secondes. Donc Ouais, c'est plutôt pas bien doux. rapide. Voilà, J'ai c'est pu c'est vivre au pire, hein. l'accélération. Je vous jure que vous allez vivre plus sensationnel dans ma vie. Le parcours, c'est pas très sensationnel, mais c'est vraiment la thématisation. La fluidité et le concept en fait de leurrer un petit peu notre esprit. C'est-à-dire que là nous sommes sur une montagne russe en acier complètement. Donc une montagne russe en acier permet de faire des inversions, permet une liberté dans le layout et dans le parcours qu'on ne retrouve pas dans une montagne russe en bois. Et ils ont essayé de reproduire en fait ce côté montagne russe en bois pour qu'on ait ce côté traditionnel. Et donc il y a vraiment une odeur, j'ai envie de vous dire, vraiment une odeur de parc traditionnel et de cette volonté en fait de vouloir s'immerger dans une expérience à tel point que la deuxième montée que tu as pu voir, littéralement, il y a une odeur de cannelle. Si ce parc, si mon voyage aux États-Unis pouvait avoir une odeur, elle aurait une odeur de cannelle. Les Américains sont fous de cannelle, ils en foutent absolument partout. Et cette drop, sans la cannelle, c'est dingue. Donc, vous avez pu le voir sur plusieurs. En fait, à chaque fois qu'on va dans une drop, vu qu'on ralentit et on est obligé d'être repropulsé, c'est là où on a les éléments de storytelling. Alors, on a du son en fait dans des enceintes qui se trient dans le véhicule, mais on a également tout simplement. J'en perds un peu mes mots. Oui, on a tout simplement dans l'ordre de ces montées en fait les petits moments de narration vu qu'on ralentit, donc on va avoir par exemple les photos. On va avoir tout simplement les images de Jack Jack. D'ailleurs là on vient de le retrouver. Voilà, on va retrouver Jack Jack puisqu'on arrive sur les freins finaux, donc il faut regarder sur sa gauche. Voilà. Le principe en fait c'est qu'on est allé le retrouver un peu partout dans l'attraction et au final c'est Edna qui le chope à la fin. Alors je sais pas si on le verra. Non, on se concentre uniquement sur Landride. Bon, il est devenu gigantesque et on l'a tiré avec un cookie. Et en fait on a fait un peu, on l'a cherché un peu partout. Au final on l'a retrouvé juste à la fin. Voilà. Donc le layout est très particulier et surtout très important. C'est la première fois qu'il y a eu une inversion du coup dans un coaster de cette zone tout simplement. Donc les inversions chez Disney, c'est peu courant. Mais là, il y en avait une. Et surtout, il est très long, puisque là, l'aventure a duré quand même 2 minutes 39 jusqu'au fin finaux. Donc ça a duré plus de 2 minutes 35. Et malgré tout, je n'ai pas réussi à expliquer convenablement la storyline. Je suis dégoûté. On continue, on a déjà fait 3 coasters. On va enchaîner avec le plus sombre, littéralement, puisque c'est un coaster dans le noir. On va parler de Revenge of the Mummy. Revenge of the Mummy, excusez-moi, c'est adapté tout simplement du film Le Retour de la momie, du coup. Donc c'est Revenge of the Mummy, The Ride, l'attraction, qui se trouve à Universal Studios Hollywood. Il faut savoir que c'est une adaptation d'une attraction qui se trouvait déjà dans l'autre parc Universal, dans un autre parc Universal qui se trouve en Floride. Et cette version, du coup, est une version raccourcie et rapetissée pour qu'elle puisse rentrer dans Universal Studios Hollywood. Revenge of the Mummy, du coup, c'est adapté du film Le Retour de la momie. Donc, c'est un film, c'est une saga horrifique / graphique. Ça baigne un peu dans les années 2000. Hein, c'est plus trop à la mode. Il y a eu une espèce de remake avec Tom Cruise dans les années 2010, avec justement la saga La Momie. Là, on s'arrête vraiment à la saga originale de La Momie. Et du coup, le principe, c'est vraiment de faire une saga horrifique en fait sur le thème de l'Égypte antique. Voilà. Et donc, le ride, tout simplement, reproduit le parcours qu'on va faire dans une pyramide, dans un tombeau égyptien. Donc 14 mètres, 581 mètres, vous voyez qu'on est plus petit, vraiment plus petit que les autres attractions et surtout 64 km/h. Le ride est plutôt long, le ride est plutôt court et en fait, ça s'explique à une chose toute simple. Voici le parcours de Revenge of the Mummy. Donc vous pouvez voir aussi une chose, c'est qu'il y a une section en marche arrière tout simplement et que le parcours est très petit. Il fait à peine 30 mètres par 15. En fait, il a fallu concentrer un parcours très dense dans un tout petit espace, ce qui fait que on est sur une sensation on reste sur sa faim à la fin. Mais il y a plein de petites idées qui sont intéressantes. Donc déjà, on a une section en marche arrière et surtout à un moment donné, il y a un monstre culte, il y a un passage culte dans Revenge of the Mummy, donc le retour de la momie, le film. On a une espèce d'aversion vers les scarabées, c'est des espèces de bêtes un petit peu grouillantes. Et ils ont réussi à le reproduire dans les trains, tout simplement, en nous faisant tout simplement
taper un petit rotor de plastique en fait sur notre jambe, ce qui en fait simule comme si un scarabée grouillait. Donc littéralement, je sais pas si vous pouvez me cadrer au niveau au niveau de la jambe tout simplement. En fait, un petit taquet en plastique vient frapper notre jambe ici. Sinon, Excusez-moi, voilà. Comme ça. Hein. En fait, vient taper notre jambe ici tout simplement. Ce qui en fait provoque une sensation comme si des petites bêtes grouillaient. Donc vraiment, vous avez une projection, ni plus ni moins, de scarabée à l'écran, combinée à ça. Et c'est très très réaliste. Voilà. Vraiment, c'est pas ouf, hein, clairement, quand ça vous arrive. Je vous mets un petit on-ride, même si c'est un coaster dans le noir, donc vous n'allez pas voir grand-chose. Mais bon, vous allez peut-être voir des petites projections, des UV maps, des trucs comme ça. Ça utilise beaucoup, voilà. Ah si, petite chose intéressante, du coup, tout le début en fait est une partie Dark Ride, donc une partie vraiment parcours scénique. Et en fait, la partie coaster, donc la partie montagne russe et extrême, commence après. Donc là, vous voyez des yeux qui nous guident. Grosso modo, la storyline, c'est simple. Imhotep, le dieu de la mort, veut nos âmes. C'est pas très gentil. Hein, je suis désolé, moi je voudrais la garder, s'il vous plaît. Et tout simplement, il nous maudit et nous tout simplement va nous voler notre âme lors de ce parcours, tout simplement. Et notamment, la prochaine salle est très intéressante puisqu'en fait, elle utilise des animatroniques qui vont tomber. Donc, il faut imaginer vraiment des statues qui vont tomber d'un seul coup. Ah merde, on les voit pas. Bon, c'est pas grave. Voilà, là vous avez pu voir, là il y a une statue qui est tombée littéralement. Et c'est très impressionnant parce qu'il faut imaginer du coup un mannequin qui est guidé vers le sol et on a vraiment l'impression qu'il va nous foncer dessus. Là on a la partie du coup Dark Ride qui va s'enchaîner, donc ça utilise beaucoup de projection UV tout simplement sur des fresques dans l'objectif de faire peur. Ça a une vocation un peu screamer. Ça n'a pas l'air de faire très peur. Pas ouf, hein, clairement. Voilà. Et on va arriver du coup bientôt à l'écran de projection. Voilà, donc on arrive sur ce passage exactement où les scarabées vont grouiller. Voilà, les scarabées grouillent. Et là, à ce moment-là, justement, ils activent les taquets et ça... c'est agréable. Mais par contre, la partie marche arrière est très courte. Elle va durer 15 secondes. Et le problème, par contre, c'est qu'on est en partie marche arrière. Donc, on va littéralement rentrer en station en marche arrière. Ce qui n'est pas possible. On doit nous charger en marche avant. Donc, juste avant, en fait, la station, on va y avoir une plateforme pivotante qui va venir nous ramener droit pour qu'on puisse faire la suite du parcours. C'est très court. S'il y a très peu d'attente, faites-le. S'il y a moins d'attente, ne le faites pas. Car clairement, il y aura d'autres attractions à Universal qui vaudront plus le coup. Je pense à... par exemple, Transformers The Ride, qui est une expérience simulateur incroyable. Jurassic World, qui est incroyable. Une immense chute en bateau de plus de 30 mètres de haut, qui vaudra largement plus le coup que ça. Ou même tout simplement... alors, Escape from... non, pardon, excusez-moi. The Forbidden Journey, moi que j'ai pas pu le faire parce que forcément, étant arachnophobe, une aragode comme ça de 4 mètres de long devant vous, moi, j'étais pas chaud de le faire. Mais pour le coup... ça vaut complètement son pesant de cacahuètes. Je l'ai fait pour avoir ce qu'on appelle le plus 1. Le principe dans les coasters, c'est de faire le plus d'attractions possible. Et à chaque fois qu'on fait un coaster, ça fait un plus 1. Donc actuellement, mon coaster count, donc l'ensemble des machines que j'ai ridées, est de 98 machines. Donc je suis presque à ça d'atteindre mon 100e crédit. On enchaîne avec le plus surprenant. Ghost Rider à Nutberry Farm. Alors, on a tout notre temps, de toute façon on peut rusher sur les Lego, hein. De toute façon c'était prévu comme ça, hein. On est un peu large, hein, pas de souci. De toute façon il me reste 2 coasters et c'est fini. Ghost Rider, c'est tout simple, on est sur une montagne russe en bois. Donc c'est la première montagne russe en bois que je présente du coup dans cette chronique. Le principe est simple, une montagne russe en bois, culturellement, c'est fou. Ça a un attrait incroyable pour l'œil et ça procure des sensations qui vont être très différentes des montagnes russes en acier. Grosso modo, on va plus se baser sur des virages serrés, des petites bosses à airtime, etc. On va être différent que sur des attractions à inversion, quoique le prochain pourrait peut-être vous surprendre là-dessus. Mais non, mais je te jure que ça suffira largement, et puis on a tout le temps, hein, on peut enchaîner, il n'y a pas de souci là-dessus. Nutberry Farm, Ghost Rider, on est sur une montagne russe en bois, 36 mètres, 1392, 90 km/h, 94,1% d'appréciation. Une montagne russe en bois, ça vieillit mal, logiquement, donc logiquement, on pourrait s'attendre en fait, à une dégradation au fur et à mesure du temps qui décroît en fait, tout simplement l'appréciation de la machine. C'est le cas par exemple de Tonnerre de Zeus qui a fait l'exploit en un an, de 2022 à 2023, de devenir une purge. C'est-à-dire que 2022, il est génial, 2023, il est à chier. Donc vraiment, c'est quand même assez fou. Je l'ai ridé la saison précédente, il était dans mon top 10. Il a dégagé aussitôt que j'y suis revenu. Tandis que, de l'autre côté, on a un certain Ghost Rider qui, lui, au contraire, est très bizarre. Ah oui. Parce que, tout simplement, il ne se dégrade pas, il est bien entretenu. Et
du coup, en plus du ride en tant que tel, il va y avoir la création d'un statut culte. Vous allez rider une montagne russe qui a du vécu, de l'expérience, de la bouteille, si tu veux, là-dessus. Ce qui fait qu'en plus du plaisir qu'on a à rider une attraction qui est confortable et intéressante, on va tout simplement avoir le fait d'avoir ridé une montagne russe à statut culte. Et dès lors qu'on va en Californie, en fait, on ride plein de montagnes russes comme ça. L'On-Ride, le voici. Donc, c'est une montagne russe en bois. Moi, personnellement, je l'ai beaucoup aimé. Voilà. Je vais passer du coup le lift, ça on s'en fiche un peu. La structure est folle en bois. Le thématique, on est dans un quartier de type wooden, western, sympa. C'est très sympathique là-dessus. Du coup, il va parfaitement s'incorporer en fait dans sa zone. Le parcours est très fun et en fait est totalement fluide. On est assis en plus sur des banquettes très confortables, donc voilà. Le bois en fait vibre, vraiment le bois travaille vit, et donc on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait de l'apparition de vibrations. Pas du tout, ou en tout cas très condensé sur celle-là, ce qui fait que le parcours est très intéressant. En plus on a ces fameuses grandes hélices américaines, c'est-à-dire qu'on va être au sommet, on va redescendre, puis on va replonger d'un autre côté pour pouvoir atteindre. Le parcours est très intéressant, plein d'airtime, plein de choses comme ça. Moi, personnellement, je l'ai ridé, je l'ai beaucoup apprécié, il est vraiment beau. Et moi qui pensais que les Wooden, ça allait devenir des calamités quand j'étais aux États-Unis, parce que les Américains, en fait, sont beaucoup moins exigeants que nous concernant les vibrations. Je pensais que ça allait être horrible. Là, on a un petit passage Wild Mouse qui est sympa. Au final, non, c'est tout le contraire. C'est une très très grande attraction de montagne russe. Et au final, il s'est révélé être très sympathique. Je vais pas jusqu'au bout, parce que quand même, on a la dernière qui est la plus importante, donc j'aimerais quand même qu'on l'aborde en priorité. On va parler du plus incroyable, on va parler de Twisted Colossus, Axis Flag Magic Mountain. 37 mètres, 1520 mètres, donc une montagne russe très grande, 92 km/h, une appréciation unanime de 98,2% sur Roller Coaster Database. Donc un très très grand classique, j'ai envie de te dire. Alors Twisted Colossus, son histoire est un petit peu compliquée. Le coaster a d'abord ouvert en 1978 sous le nom de Colossus. Colossus était une montagne russe en bois classique, comme on a eu précédemment avec tout simplement Ghost Rider, que je vous ai présenté à l'instant. En 2014, il est annoncé qu'il va y avoir ce qu'on appelle un retrack, tout simplement. On va tout simplement modifier les rails qui vont se situer dessus. Et on va du coup passer d'une montagne russe en bois à une montagne russe hybride. J'expliquerai un peu ce que ça appliquera plus tard, enfin, dit hybride. Hélas, juste après les travaux, genre d'août 2014, en septembre 2014, incendie sur le chantier, vraiment pas de peau pour le coup, mais au final l'incendie ne fera que des dégâts plutôt mineurs, il a fallu reconstruire un petit peu la structure mais ça va. Et au final en mai 2015, l'attraction réouvre sous le nom de Twisted Colossus. Voilà un petit peu la storyline si vous voulez de l'attraction. Twisted Colossus est un coaster dit hybride, j'ai mis un guillemet à hybride. Pourquoi ? Ce n'est pas vraiment un coaster hybride parce que le rail n'est pas le même de bout en bout et on ne change pas de matériaux, mais tout le monde des coasters enthousiastes a adopté ce terme pour désigner ce type de machine, donc merde, logiquement un coaster hybride, c'est un coaster qui mélange des rails en bois et des rails en acier sur le même parcours. Or là, ici on va utiliser ce terme d'hybride pour deux choses. Les rails sont en acier, La structure en bois. tandis que les supports, ils sont en bois. Mm. Donc, si vous voulez, on a des rails en acier qui permettent du coup d'être très créatifs au niveau du parcours sur un support en bois. Donc, on a l'attrait historique et les possibilités qu'offre l'acier. Ce qui fait que Twisted Colossus est tout simplement ce que je pourrais appeler une classe de maître, un banger absolu, puisqu'il permet en fait d'avoir des éléments de parcours complètement inédits qu'on a tout simplement jamais vus. Le ride est en plus très long. Il s'agit en fait, et en plus il y a une petite partie dueling. Alors dueling, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les deux trains vont se faire la course à un moment donné du parcours. Et au final, les interactions qu'on a de l'un par rapport à l'autre sont assez impressionnantes. Donc vous voyez, nous on est sur la partie bleue du rail pour commencer, et on a également la partie verte qui vont se lancer. Donc on va monter au sommet. Donc on ralentit un petit peu. Le vert part d'abord et ensuite on va essayer de le rattraper. Et là, il y a des éléments dont on n'est pas du tout habitué, on ne peut pas avoir sur un coaster en bois. En fait, là voilà. Par exemple, une drop comme ça sur un coaster en bois, impossible mon gars, impossible. Petite bosse à airtime. Ici, hop, grosse bosse également. On va passer du coup un camelback. Ici, on a littéralement les deux trains qui vont venir se rencontrer de chaque côté, vers tout simplement le check. Ici, vous avez d'un côté le coaster bleu qui passe au-dessus et le coaster vert qui passe à l'envers au-dessus. C'est impossible sur un coaster en bois d'avoir une inversion. Là, du coup, avec les travaux qu'ont fait Rocky Mountain Construction, donc RMC, c'est possible. Et là, pour le coup, le parcours a fini une première boucle et du coup, la partie bleue devient la partie verte et la partie verte devient la partie bleue. Donc toute la partie qu'on a faite d'un côté, on va la voir avec l'autre. Donc là, un autre train part avec nous, ce qui fait que
quand on arrive au sommet du Leaf, on a à nouveau un train qui nous accompagne. Donc déjà, la montagne russe en tant que telle, en un seul tour, est déjà très fun à rider. Mais du coup, on va faire toute l'autre partie du rail. Donc à nouveau cette drop, à nouveau le bunny hop, et là, la partie du coup aérienne, mais cette fois-ci de l'autre côté. Donc là, on va venir interagir. Vraiment, c'est les interactions en fait entre les deux trains plus le parcours qui vraiment le rendent culte. Sur le classement de 1400 coasters que compte Captain Coaster, il est classé 24e. Tout de même. Voilà, c'est sympathique. En plus, RMC est un constructeur qui vraiment se spécialise dans le concept des airtime, qui est la sensation pour moi qui est personnellement la meilleure, sensation d'apesanteur. Donc pour moi, c'est pour ça que je la trouve absolument fantastique. Rendez-vous compte qu'en fait, c'est un coaster en bois auquel on a retiré tous les rails et qu'on a remodifié pour obtenir une classe de maître, un masterclass, une 24e sur 1000, c'est quand même sur 1400, c'est quand même assez fou. Du coup, il est temps de faire un petit peu le bilan, le classement de toute cette aventure. Du coup, j'ai classé ici mon ordre de préférence. Donc, tout en bas, on a West Coaster qui n'a pas vraiment d'intérêt. Celui de Matterhorn Boardslide qui est un tout petit peu moins intéressant. Pour le coup, c'est juste une petite balade. Revenge of the Mummy a au moins l'avantage d'être complètement dans le noir et d'être intéressant. Ensuite, on va avoir Ghost Rider, pour le coup, qui est une attraction sensationnelle qui personnellement m'a beaucoup plu, notamment dans son quartier thématique à Knott's Berry Farm, complètement intégré dans cette ville fantôme. Oui, en fait, c'est une ville fantôme fictive qui a été créée lors de la construction du parc. En fait, en rachetant des bâtiments en fait, à droite à gauche pour générer justement un parc d'attractions. Et c'était une vraie ville. J'ai pas le temps de vous faire l'histoire de Knott's Berry Farm. On n'a plus beaucoup le temps. Il est déjà 9h06. On a une Credit Coaster en deuxième. Et pour moi, bien sûr, cette classe de mec qui a été Twisted Colossus a fait que je l'ai classé top 1 sur les 30 coasters que j'ai ridés. Et enfin, je souhaite également remercier cette fine équipe composée tout simplement de Janice, moi et de Cédric qui m'ont accompagné dans cette grande aventure de faire plus de 6 parcs aux États-Unis, alors qu'à la base, c'était pas vraiment prévu. On était censé en faire 3, 4, et puis j'ai réussi à négocier un de plus, et au final, on a fait les 6 parcs. Voilà, c'est tout pour moi là-dessus. J'espère que ce petit séjour aux États-Unis, personnellement, enfin, ce petit résumé de voyage aux États-Unis au niveau des coasters vous aura plu. Dans quelques instants, on va passer pour le deuxième séance de montage de Lego avec Mo et Andy qui sont en train justement de se faire équiper là juste à l'instant où ils vont logiquement terminer leur Razor Crest. Là, ils sont très bien partis. Rendez-vous compte, il y a 24 heures, ils commençaient tout juste la construction et là, je les ai vus petit à petit construire le module. Il est presque prêt. Je ne le parie pas, mais à mon avis, vous aurez pour la première fois la fin de la construction d'un Lego simplement dans un matin des passions. Mais en avant tout, je voudrais remercier Nicolas d'avoir participé à ce morning. Non, mais merci à toi. Voilà, d'avoir pu partager une passion. On se retrouve tout le long de la journée. Et puis bien évidemment, il y aura ce soir enfin les résultats. Nicolas, tu penses que tu es bien placé? Ouais. Allez. Allez. Bon. Messieurs, dames, pause pub, maintenant.